Ok, cours sur la rédaction, niveau terminal, début de prépa. C'est parti. Ce qu'on va couvrir aujourd'hui, définition et utilité de la rédaction, chaque élément de la rédaction, un exemple concret de copie à la fin et résumé. Basique. Disclaimer, il n'y aura pas de proba aujourd'hui parce que sinon ça serait trop long, donc on va garder ça pour un prochain cours. Le code couleur, en jaune, c'est le vocabulaire, en rouge, c'est les erreurs fréquentes, en bleu, c'est les tips, et en violet, c'est les bonus. Et en parlant de bonus, on a un premier bonus. Il y a le PowerPoint en description. Donc, si tu veux récupérer le PowerPoint à la fin, c'est complètement gratuit. Tu cliques sur le lien, tu vas trouver. Conseil de pro, prends des notes. Même si tu as le PowerPoint, en fait, prendre des notes, ça va te permettre de vraiment mémoriser ce qu'il y aura dans ce cours. Et regarde les sections qui t'intéressent uniquement. Si tu connais déjà, par exemple, les quantificateurs, bah, skip cette partie-là. Regarde le cours en plusieurs fois si ça te prend trop de temps. Si tu penses que tu vas pas être concentré pendant toute la durée du cours, coupe en plusieurs parties et reviens le voir peut-être demain, après-demain. Partie 1, définition et utilité. La définition de la rédaction. La rédaction, c'est un ensemble de caractères qui permettent de donner du lien à ton raisonnement, pour lui donner du sens. Et il y a deux langages dans la rédaction. Il y a le langage français et le langage mathématique, et ils sont non exclusifs. Ce qui veut dire qu'en fait, bah, tu vas devoir utiliser les deux. Pour l'instant, ça te paraît très théorique, mais tu vas voir qu'en fait, ça va devenir très pratique très rapidement. L'utilité de la rédaction, ça te permet de comprendre déjà les maths que tu es en train de faire. Ça permet à ton raisonnement d'être rigoureux. Et donc, si tu t'habitues comme ça à être rigoureux, tu vas par exemple ne jamais oublier de Tsuka, ce que la plupart des élèves pas rigoureux font. Et en plus, ça va être agréable pour le correcteur. Donc, le correcteur aura une bonne image de ta copie. Donc, il voudra plus facilement te mettre une bonne note. Maintenant, attention. Savoir bien rédiger, ça remplace pas un bon niveau de maths. Mais par contre, un élève moyen qui rédige bien, il aura une meilleure note qu'un élève bon qui rédige mal. Et un élève moyen qui rédige mal, il aura des moins bonnes notes ou une note similaire à celui d'un élève moyen. Je la refais. Un élève moyen qui rédige mal aura une note similaire à celle des élèves moins bons que lui, mais qui savent rédiger. Conclusion, il faut que tu deviennes bon en maths et en rédaction. Et donc, premier tips, rédige bien, quel que soit le contexte. Il y a pas mal de gens qui disent que oui, quand tu fais du brouillon, t'es pas obligé de rédiger. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à vraiment intégrer la rédaction, c'est même au brouillon, bien rédigé. Même quand je refais les exos chez moi, bien rédigé. Au moins pour vraiment que ça s'intègre, tu vois, et que j'ai des réflexes. Ce qui fait que même si en copie, j'étais pas 100% concentré sur la rédaction, j'étais 100% concentré sur l'exercice en fait, bah en fait, j'avais les réflexes, j'avais tout qui venait naturellement sans que j'ai besoin de me dire ah putain, il faut peut-être que je rédige bien quand même cette fois. Partie 2. Chaque élément de rédaction. D'abord, les objets. Donc premier objet, les ensembles, c'est une boule qui contient des éléments. C'est très théorique dit comme ça et un peu abstrait, mais en fait, tu en connais plein, par exemple R. Bon, j'ai pas pu trouver le symbole exact de R, pareil pour celui de N. R, l'ensemble des réels, N, l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble C1 de R dans R qui est en fait l'ensemble des fonctions de classe C1 de R dans R. Les éléments maintenant. Les éléments, c'est des points dans des ensembles. Donc, t'en connais plein encore une fois. 2x, 1,99999999, 3, 4, enfin tous les nombres déjà, c'est des points dans l'ensemble des réels ou dans l'ensemble des entiers naturels par exemple. Les fonctions, c'est une machine qui va transformer un élément et qui recrache un autre élément, ou bien le même, dans le cas de certaines fonctions. T'en connais déjà plein, les fonctions exponentielles, logarithmes ou les fonctions affines. Erreur classique, confondre f qui est la fonction et f de x qui est un élément. F de x, c'est un élément, c'est un nombre par exemple, si tu prends des fonctions de réel. Et la plupart des élèves, surtout de terminale, vont avoir tendance à confondre les deux et à dire par exemple que f de x est croissante, que f de x est positive. Alors qu'en fait, non. F de x, c'est un nombre dans le cadre de fonctions réelles. Donc f de x, il peut être positif au masculin. Il peut pas être croissant. Un nombre, c'est pas croissant. Donc, il ne faut pas confondre f et f de x. Ensuite, oui, quand tu étudies un espace vectoriel de fonctions, donc c'est en première année de ECG, les fonctions sont étudiées comme des éléments et les applications linéaires sont en fait les vraies fonctions. Mais ça, la plupart des gens qui vont regarder ne sont pas concernés parce qu'ils n'ont pas encore vu les espaces vectoriels. Si tu as des questions plus détaillées là-dessus, tu m'envoies un DM et je te réponds. Les propositions,
C'est un énoncé mathématique qui est soit vrai, soit faux. Très clair. Par exemple, il y a une proposition là, 10 est strictement plus grand que 0, ou bien 9 égale 10, ou bien le théorème de Pythagore, que j'ai la flemme de lire. Les phrases maintenant, c'est pas une notation officielle, les phrases. C'est moi qui donne le nom de phrase à ces choses parce que il n'y a pas vraiment de consensus sur un nom qu'on pourrait leur donner. Mais en fait, ça n'a pas d'intérêt parce que tu verras jamais dans un énoncé le mot phrase. C'est juste pour que toi, tu comprennes plus facilement, je leur ai donné un nom. C'est une construction de plusieurs propositions qui est soit vraie, soit fausse. Par exemple, x appartient à r étoile plus, donc x est strictement plus grande que 0. C'est une phrase qui est vraie. Mais par contre, x appartient à r étoile moins est équivalent à x carré appartient à r étoile plus, c'est faux, parce que si x carré appartient à r étoile plus, alors x n'est pas forcément négatif. Donc là, tu as deux exemples de phrases, il y en a une qui est vraie, une qui est fausse. Maintenant, les symboles. Donc, il y a certains symboles que tu connais déjà, parce que tu utilises le langage mathématique depuis ton CP. C'est juste que tu ne le sais pas. Donc, il ne s'agit pas de tout apprendre de zéro, mais vraiment d'élargir ton répertoire et d'en apprendre quelques-uns en plus. Et je vais te les exposer dans ce cours. Donc, tu connais déjà plus, tu connais égal, tu connais strictement inférieur, tu connais multiplier, etc. Le symbole appartient. Donc, tu le traduis appartient à en français. C'est un élément qui peut appartenir à un ensemble. C'est très important. C'est une des erreurs les plus courantes, je pense, en début de prépa ECG. Les gens confondent les éléments, les ensembles, et disent par exemple qu'un ensemble appartient à un ensemble. C'est faux. Pour qu'un ensemble appartienne à un ensemble, en fait, ce qui n'est pas bon, c'est le symbole inclus, et on va voir ça après. Pour l'instant, retiens que avec le symbole appartient, comme ça, c'est un élément. Très important. Par exemple, 0 appartient à R, ou 2 appartient à R+. Mais R+, appartient à R, c'est faux. Ça, je veux pas voir ça. Faut pas que tu le confondes avec n'appartient pas. Donc n'appartient pas, c'est exactement l'inverse. Par exemple, tu peux avoir -1 n'appartient pas à R+, ou inclus. Inclus, c'est ce symbole. Donc à traduire est inclus dans, et cette fois, c'est un ensemble qui est inclus dans un ensemble. C'est un petit peu la même idée, sauf que là, c'est pas un élément, c'est un ensemble. Donc, par exemple, R+ est inclus dans R, ou alors le segment 0,1 est inclus dans R+. En gros, un ensemble est inclus dans un autre quand tous les éléments de cet ensemble sont inclus dans le deuxième. Donc là, A est inclus dans B si et seulement si tous les éléments qui appartiennent à A appartiennent à B. Et on peut voir ça graphiquement, en fait. On peut utiliser un petit peu des boules, et là, tu vois que tous les éléments dans A, tous les petits points ici, ils appartiennent aussi à la grande boule qui est B. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'un ensemble, c'était une boule d'éléments. Quantificateur universel. Il faut le traduire pour tout. Quand tu l'utilises, tu prends une inconnue au hasard dans un ensemble. Par exemple, non. On l'utilise d'abord pour démontrer souvent une propriété sur l'ensemble. Et en fait, tu prends un élément au hasard dans l'ensemble, donc tu prends une inconnue, et tu vas montrer que ta propriété est vraie sur cette inconnue, donc c'est qu'elle est vraie sur tous les éléments de l'ensemble. Par exemple, pour tout x appartenant à R étoile plus, x est strictement plus grand que 0. Donc là, au lieu de montrer que un par un, tous les éléments de R étoile plus sont plus grands que 0, on va juste montrer que pour tout x appartenant à R étoile plus, x est strictement plus grand que 0. C'est en fait la définition de R étoile plus. Et pareil, là, on va encore l'utiliser, par exemple, en utilisant cette fois des fonctions. Donc là, pour tout f appartenant à C1 de R dans R, j'aurais dû être plus rigoureux, f est aussi de classe C0. Donc C1 de R dans R, ça veut dire que f est de classe C1, donc sa dérivée continue. Et pour toute fonction appartenant à cet ensemble, alors elle appartient aussi à l'ensemble C0. Bref, je m'égare. Erreur fréquente, l'oubli du quantificateur. Si tu l'oublies, si tu ne mets pas avant là ton petit quantificateur universel, ça veut dire que tu supposes déjà que x a déjà été introduit et tu affirmes en plus qu'il appartient à R étoile plus. Alors qu'en fait, ce que tu aimerais bien dire, c'est que tu aimerais bien dire que tu prends un x au hasard dans R étoile plus. Donc, tu n'oublies pas ton quantificateur. C'est très important. Plein de monde font ça, même en deuxième année de prépa ECG. Il y a des gens qui oublient les quantificateurs. Faut surtout pas faire ça parce que du coup, tout ton raisonnement, il est niqué. Et les correcteurs de maths, tu sais, c'est un petit peu des geeks qui sont très à cheval comme ça sur la rédaction. Ils vont te saquer. Ça marche toujours, parfait. À ne pas confondre avec le quantificateur existentiel qu'on va voir juste après et avec le mot français soit. Quantificateur existentiel, donc c'est un E à l'envers. Faut le traduire, il existe. Et en fait, quand tu l'emploies,
tu affirmes qu'au moins un élément de l'ensemble possède les caractéristiques qu'on lui attribue. Bon, là, c'est un peu flou, mais en fait, on va prendre un exemple et tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Si je dis il existe x appartenant à R tel que x plus x égale 0, ça veut dire que je pose, je dis, j'affirme qu'il y en a au moins un élément de R tel que x plus x égale 0. Et cette affirmation est vraie parce que, en fait, pour x qui vaut 0, on a bien que ça marche. On a un cas spécial, quand il y a un petit point d'exclamation après ton quantificateur, après ton E à l'envers, ça veut dire l'unicité. Ça veut dire qu'il existe un unique x appartenant à R. Là, tu vois, je vais effacer pour que ce soit un peu plus clair. Là, j'aurais pu le mettre ici parce qu'en fait, il y a un seul élément de R pour lequel x plus x égale 0. Et c'est 0. Ok, la suite, attention. On va distinguer une affirmation, c'est-à-dire que tu poses le quantificateur et la phrase mathématique, tu dis que c'est vrai, et une supposition. Tu écris d'abord, on suppose que. Je vais te donner un exemple. Par exemple, là, si j'écris juste, il existe un unique x appartenant à R. Ça, c'est de l'écriture. Ouais. Tel que x carré égale, je sais pas moi, 1. Là, je l'affirme. Ok? Et donc, si je l'affirme, je dis, je pense que c'est vrai. En vrai, c'est faux. Hein, et la différence avec la supposition, c'est que si avant j'avais écrit on suppose, ça serait le début de mon raisonnement. Donc c'est très important de dire on suppose, parce que sinon, ça veut dire que je suis déjà arrivé à la conclusion et c'est déjà comme ça que ça marche en fait. Donc si je dis on suppose avant, ça veut dire que là, ça va être le début de mon raisonnement. Et à partir de cette phrase ici, je vais essayer d'avancer, de trouver des implications, des équivalences, pour trouver une contradiction ou alors montrer que c'est vrai au contraire. Je vais encore une fois effacer. Certaines affirmations sont faussées si tu te trompes de quantificateur, d'où l'intérêt de les connaître et de les comprendre. Donc, en gros, ce que tu fais, c'est que là, si tu les as toujours pas compris, tu te prends une petite fiche, tu re-regardes la séquence là sur les quantificateurs, tu prends une petite fiche et tu fiches tes notes, tout simplement. Et l'ordre des quantificateurs compte. Par exemple, là, on a deux phrases où en gros, j'ai juste inversé l'ordre des quantificateurs, tu vois. La première, elle dit, pour tout x appartenant à R, il existe un n appartenant à grand N tel que n est strictement plus grand que x. Et ça, c'est vrai. Parce que si tu prends n'importe quel élément de R, tu trouveras toujours un entier naturel qui est plus grand. Par contre, si tu inverses, là, ça veut dire qu'il existe un n appartenant à grand N tel que pour tout x appartenant à R, n est strictement plus grand que x. Et donc, ça veut dire qu'il y en a au moins un élément de n qui est plus grand que tous les réels. Et ça, bien évidemment, c'est faux. Donc, il faut vraiment que tu fasses gaffe à l'ordre de tes quantificateurs. C'est encore une fois une source d'erreur très fréquente. Maintenant, l'implication. Donc, c'est ça le symbole. Et c'est une liaison entre deux propositions. C'est-à-dire que, oui, tu le traduis, A implique B. Donc, proposition A implique proposition B. Ou alors si A, alors B. Et en gros, là, il faut que j'ai ma première proposition, ici. Elle implique une deuxième proposition. Okay, donc là, on va prendre l'exemple x appartient à R étoile plus implique x strictement plus grand que 0. Donc en français, tu dirais si x appartient à R étoile plus, alors x est strictement plus grand que 0. Logique. Et l'erreur fréquente, c'est d'oublier de mettre la première proposition avant le symbole. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est que tu vas par exemple mettre là A implique B. Et sur la phrase d'après, tu vas mettre encore une fois implique B. Ou B' peut-être. Une deuxième proposition implique C, etc. Sans répéter quelque chose ici, en mettant rien là. Et en fait, vu qu'il n'y a rien, c'est faux. Pour que le symbole soit vraiment bien utilisé, il faut qu'il y ait quelque chose avant et quelque chose après. Le quelque chose après, il est logique, tu le comprends directement, mais en fait, il faut aussi qu'il y ait quelque chose avant. Ok, l'équivalence. L'équivalence, c'est une double implication, c'est-à-dire qu'il y a l'implication comme ça, et il y a l'implication dans l'autre sens. Là, il y a A, là, il y a B. L'erreur fréquente, encore une fois, pas de proposition avant le signe. C'est juste la même chose, en fait. Hein. Tu mets ton A implique B, l'écriture implique C. Et là, en fait, tu oublies de mettre quelque chose. Donc, c'est pas bon, c'est pas rigoureux. Ensuite, erreur fréquente numéro 2. On n'a pas vérifié tous les sous-cas. Donc, l'application est vraie, mais pas l'équivalence.
C'est une erreur, encore une fois, très fréquente. On va avoir tendance à confondre un petit peu équivalence et implication, qui est ici. Donc, l'idée, c'est de faire vraiment gaffe à tous les sous-cas parce qu'il y a des fois où tu as l'impression que c'est une équivalence, mais en fait, il y a le sous-cas, par exemple, le cas quand x vaut 0, qui fait qu'en fait, c'est pas complètement équivalent et donc c'est juste une implication. Les articulations logiques maintenant. Bon, on commence par la négation. La négation d'une proposition. Donc là, très important, c'est une proposition, c'est pas une phrase, c'est pas un élément, c'est pas un ensemble, c'est une proposition. C'est la proposition P est fausse. On la note non P. Donc la négation d'une proposition vraie est fausse, et la négation d'une proposition fausse est vraie. Non P, c'est P. Donc en fait, quand tu appliques deux fois la négation, tu retrouves P du début. Et la négation de... On va prendre un exemple, pardon. La négation de P qui est X appartient à R étoile moins. Je vais te donner 10 secondes pour essayer de réfléchir. Note sur ta feuille de notes, là, ce que tu penses être la solution. On va dire que c'est bon. C'est X n'appartient pas à R étoile moins. Donc là, tu vois, on a juste barré l'appartient ici. Parce que c'est la négation. Donc en fait, ça veut dire que X appartient à R+. La négation de négation du quantificateur universel. Pour dire que cette phrase est fausse, on va devoir trouver un contre-exemple. Donc, il va falloir, en gros, attends, je vais effacer pour que ce soit plus facile à comprendre. Il va falloir ici qu'on change déjà le quantificateur. Ok, on est passé de l'universel à l'existentiel. Et maintenant, cette partie-là de la proposition, on va l'inverser. Ça veut dire que là, on avait x carré strictement plus grand que 0. On passe à x carré inférieur ou égal à 0. Fais bien gaffe à ce qu'il y ait le ou égal. Parce que là, il n'y a pas le ou égal. Donc, l'idée, c'est qu'on trouve un x qui appartient à R tel que ce truc-là est faux. Et donc, dans ce cas-là, on pourra affirmer que ça, c'est faux. Donc, cette proposition est vraie. Parce qu'il y a vraiment un x qui appartient à R tel que x carré est inférieur ou égal à 0. Et ce x, c'est 0. Donc, ici, c'est faux. Maintenant, négation du quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel, tu l'auras compris. Nouvel exemple, la négation de Q qui est il existe un x appartenant à R étoile tel que x carré égale 0. Qu'est-ce que c'est? C'est non Q. Pour tout x appartenant à R étoile, x carré est différent de 0. Et ça, c'est vrai. Donc, ce qu'il y a là-haut, c'est faux. La réciproque, maintenant. La réciproque d'une phrase, donc là, c'est plus une proposition, c'est une phrase. C'est la phrase avec l'implication dans l'autre sens. Petite question, réciproque pardon, de A implique B, qu'est-ce que c'est? Je te laisse encore 10 secondes. Et note sur ta feuille de copie. Et on va voir ce que c'est à la fin. Négation de A implique B, c'est B implique A. Assez simple. Faut pas que tu le confondes avec la contraposée, qui va venir juste après. Et elle n'est pas toujours vraie. Ça, c'est très important, ok? C'est pas parce que A implique B que B implique A. Super important, il faut vraiment que tu notes-le là en majuscule, surligne-le. Fais tout ce qu'il faut pour vraiment t'en rappeler. Exemple de réciproque, qu'est-ce que c'est la réciproque de P? X appartient à R étoile implique X carré strictement plus grand que 0. Je te laisse 5 secondes. Ouais, on va dire que c'est bon là. X carré strictement plus grand que 0 implique X appartient à R étoile. Et ceci est vrai. Ceci est vrai et la réciproque aussi est vraie. Parce que si X carré est strictement plus grand que 0, alors X il ne peut pas être égal à 0. Et maintenant la réciproque de Q qui est X appartient à R étoile moins implique X carré est strictement plus grand que 0. Cette phrase-là est vraie. Hein. Parce que pour tout X négatif et non nul, alors X carré va être positif et non nul. Qu'est-ce que c'est sa réciproque? Je te laisse encore une fois 10 secondes. Ah. Ok, c'est X carré plus grand que 0 implique X appartient à R étoile moins. Et ceci est faux parce que
c'est pas parce que ton x carré est strictement plus grand que 0 que ton x est négatif, parce qu'il pourrait être positif, enfin strictement positif, pardon. Donc, cas spécial, si la réciproque est vraie, il y a une équivalence. Et donc, l'erreur dont je te parlais tout à l'heure, c'est que la plupart des gens vont s'imaginer directement que la réciproque est vraie, ce qui n'est pas le cas, et donc il n'y aurait pas équivalence. Et donc là, si la réciproque est bonne, équivalence. Et ouais, comme pour la négation, la réciproque de la réciproque de P, c'est P. Assez simple. En fait, tu sais, tu changes juste 2 fois le sens, ça va te redonner A implique B. Il faut que j'apprenne à écrire sur un ordi. La contraposée maintenant. La contraposée d'une phrase, là c'est une phrase. C'est comme pour la réciproque, c'est la même phrase mais dite différemment. Le schéma, c'est qu'en fait, tu vas partir de A implique B. Donc ça, c'est ta phrase de base. Et en fait, tu vas dire que non B implique non A. Il y aura un exemple tout à l'heure pour que ce soit un peu plus clair. La contraposée, retiens juste que la contraposée d'une phrase vraie est vraie et celle d'une phrase fausse est fausse parce que c'est la même phrase. C'est juste qu'on l'a dit un petit peu différemment. L'utilisation, elle va souvent servir à démontrer que la phrase est vraie ou bien fausse, mais de façon plus simple. Prendre un exemple, la contraposée de cette phrase. Donc x appartient à R implique x carré est strictement positif. On va regarder ce que c'est sa contraposée déjà. C'est donc non B, ici, mais non. Donc non B ici, x carré est inférieur ou égal à 0. Tu vois que là, hop, c'est juste la négation. Implique la négation de A. Implique non A. Et donc là, on a bien le symbole implique dans le bon sens. Et on a bien notre négation, parce que là, on a barré le appartient. Donc, je vais effacer pour que ce soit plus propre. Cette phrase est fausse. Directement, on peut le voir, parce que si x vaut 0, x carré est plus petit que 0, et pourtant, x appartient à R. Donc, la phrase est fausse. Donc, P est fausse. Parce que je te rappelle que la contraposée, c'est la même phrase dite différemment, et donc que la contraposée d'une phrase vraie est vraie, et que la contraposée d'une phrase fausse est fausse. Tu suis? Si tu suis, tu fais partie des 15% des étudiants qui suivent le cours déjà jusqu'à la moitié, donc tu peux être fier de toi. Ok, pour te récompenser, on va te donner un petit bonus. Il faut que tu vois la rédaction comme un puzzle, et donc que tu emploies les bons éléments au bon endroit. Et donc pour ce faire, on va parler des mots en français que j'ai triés en 4 catégories en fonction de leur rôle. Première catégorie, rôle introduire et nommer. Deuxième catégorie, justifier. Troisième, ajouter. Et 4, avancer et micro-conclure. Catégorie 1, introduire. On introduit un élément au hasard dans un ensemble. Donc là, en gros, tu vas prendre le mot soit, c'est le seul mot à utiliser, qu'il ne faut pas confondre avec le quantificateur universel. Tu vas voir qu'il y a une petite différence. Et donc, tu vas dire soit élément qui appartient à ensemble. Là, tu as l'impression que je pourrais presque le remplacer par un quantificateur universel, mais il y a une petite différence. Le rôle de la virgule, c'est ça la différence. Là, elle se lit tel que. C'est-à-dire que là, tu mets soit x appartenant à R tel que x carré égale 5. Donc là, ça veut dire que tu prends une restriction, en fait, sur l'ensemble de base. Ton ensemble, en fait, c'est l'ensemble des réels tel que x carré vaut 5. Et donc là, tu dis alors blablabla. Alors que, je vais encore une fois effacer, si là, tu avais mis un quantificateur universel, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, pour tout x appartenant à R, x carré égale 5. Et donc, ça serait déjà une proposition en soi. Alors que là, tu n'as pas fait de proposition, tu as juste introduit ton x. Ok? C'est la première partie de la proposition. Si tu veux. Donc, tips numéro 2, avant même d'introduire, tu annonces à la première personne du pluriel ce que tu vas faire. Par exemple, montrons que l'ensemble E est réduit à l'élément 0. Catégorie 1 nommé, c'est une petite variante, parce que là, tu donnes un nom à un objet qui est déjà connu. Tout à l'heure, regarde, hop, c'était un élément au hasard. Là, maintenant, c'est un élément déjà connu, et tu veux juste aller plus vite, cette fois. Tu n'en prends pas un au hasard, tu veux juste aller plus vite. Donc, tu vas utiliser les mots on pose ou bien on note, et tu vas écrire on pose nom égale objet, ou bien on note non le objet. Je vais donner des exemples pour que ce soit un peu plus simple. Ça peut être on pose k égale pi carré sur 6. En gros, pour ne pas avoir à réécrire pi carré sur 6 toutes les 10 secondes, on aura juste à écrire k maintenant. Ou alors, on note f l'ensemble des fonctions de R dans R.
Et pour ne pas avoir à réécrire l'ensemble des fonctions de R dans R, on va juste écrire F. J'insiste, c'est un objet au hasard. Ça peut être un élément, ça peut être un ensemble, ça peut être une proposition. Tu lui donnes vraiment le nom que tu veux. Justifier maintenant. Catégorie 2. On justifie un argument à l'aide d'un autre argument. Donc ça peut être un résultat précédent. Tu peux dire d'après 2b, telle chose. Ça peut être un théorème, par encadrement, tel truc. Ou bien alors ça peut même être l'énoncé. L'énoncé nous dit que, tel truc. Mots utilisés. D'après, par, or, on remarque que, on sait que. Tu peux mettre des parenthèses, mais c'est pas ouf parce que ça fait pas très rigoureux les parenthèses. Je te déconseille de mettre des parenthèses au début. Si tu es vers la fin, si tu vois, tu as fait déjà 2 copies très bien rédigées, ok, là tu peux mettre des parenthèses. Mais c'est un peu moins bien. Donc tant qu'à faire, essaye de toujours mettre des d'après, par, or. Ça prend 2 secondes de plus et franchement, c'est plus joli. Maintenant, tu pourrais presque utiliser le mot car, mais les profs de maths n'aiment pas trop ça parce qu'en fait, si tu emploies le mot car, ça veut dire que tu fais passer le résultat avant la justification dans l'ordre en fait de ta copie. Même si en vrai, la plupart du temps, ça se passe comme ça. La plupart du temps, dans ta tête, ça se passe comme ça. Les profs, ils aimeraient bien que la justification précède le résultat et que tu tombes presque comme par magie sur le bon résultat. Ce qui en vrai n'arrive jamais. Mais donc, essaye d'éviter le mot car parce que le mot car, du coup, ça veut dire que bah, j'ai vu tel truc parce que, en fait, il y a une justification après. Et ça, ils aiment moins bien. Exemple, par encadrement, or 2.x strictement plus grand que 0, donc blablabla. Tips numéro 3, souligne tes arguments. Comme ça fait juste plus joli sur la copie. Catégorie 3, ajouter. On apporte un argument supplémentaire. Donc en gros, là, c'est juste, tout à l'heure, tu vois, on avait justifié en mettant un argument. Là, c'est juste, tu ajoutes un autre argument. Donc tu peux utiliser 2 et on remarque que, on sait. Tips numéro 4, utilise des petits tirets pour délimiter tes arguments. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est faire une petite liste. Genre d'abord dire, d'abord tel truc, ensuite tel truc, enfin tel truc. Là, j'aurais pu mettre aussi ensuite et enfin. Tips numéro 5, saute des lignes et espace ta copie pour qu'elle soit encore une fois lisible et propre, même si tu n'as pas forcément la meilleure graphie. Genre moi, j'avais une graphie dégueulasse, mais mes copies, elles étaient très propres, juste parce que je sautais des lignes et parce qu'il y avait plein d'espace. Catégorie numéro 4, avancer et micro-conclure. Là, j'ai fait un trait dégueulasse que je vais effacer. On pose une balise pour que le correcteur voit qu'on fait avancer le raisonnement. Ça, c'est un petit peu superflu, en vrai, mais c'est juste pour lui montrer qu'on avance. Donc, tu peux utiliser les mots donc, alors, ainsi, enfin, dès lors, d'où, IE. IE, ça veut dire c'est-à-dire en latin. Me demande pas exactement ce que ça veut dire parce que je ne sais pas. On va donner un exemple, d'où, x égale 0, par exemple. Erreur classique, il ne faut pas que tu remplaces le donc par un symbole d'équivalence parce que le donc n'a pas besoin d'avoir son A avant. Genre, tu peux faire A donc B, et tu peux aussi faire donc C là directement, sans rien mettre ici. Alors que tu n'as pas le droit de faire ça pour un symbole équivalence. Donc, il ne faut pas que tu les confondes. Ok, c'est Alban du montage, il y a une erreur, c'est pas équivalence, c'est implication. Catégorie 4, avancer et micro-conclure partie 2. Il faut que tu fasses attention parce que la plupart de ces mots expriment une implication. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cheminement qui fait que, tu vois, bah, donc tel truc est vrai. Alors que IE, ça exprime une équivalence. C'est-à-dire que dans la première catégorie, on passe d'un point A à un point B grâce au donc, ou alors à ainsi ou enfin. Alors que dans le IE, tu passes d'un point A à un point A. C'est le même endroit, c'est juste que tu le dis différemment. C'est ça que ça veut dire IE. Donc je te déconseille de trop l'utiliser au début, parce que en vrai, tu sais pas un petit peu, c'est un peu flou. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de l'utiliser. Pour la plupart de tes conclusions, tu n'auras pas besoin de l'utiliser. C'est un petit peu un mot pour flex. Donc pour l'instant, je te déconseille de l'utiliser. Tips numéro 6, et je vais effacer pour que tu puisses lire. Encadre tes micro-conclusions et tes conclusions pour que ça soit plus propre. Là, tu vois, tu fais un petit encadrement à la règle, pas comme moi. Tips numéro 7, attention à l'orthographe, oui, même en maths, parce que ça irrite un peu un prof d'avoir vu, par exemple, récurrence mal écrit, sans accent. Ça fait chier les profs. Et moi, j'ai un pote, je sais que toute l'année, il s'est fait vraiment niquer par le prof parce que, tout simplement, il mettait des fautes d'orthographe, il mettait pas les accents et le prof le dégommait à chaque fois. Bonus numéro 3, des formules spéciales.
pour une intégration par partie. Donc, ça se passe en 3 phases. D'abord, tu dis dans l'intégrale i, on pose l'intégration par partie sans oublier le s suivante, 2 points. Tu présentes u et v, donc tu dis u qui a t. Oh, c'est dégueu, attends, je recommence. U qui a t associe, je sais pas moi, telle fonction. V qui a t associe telle fonction, telle que, là tu mets juste tq, ou tel que, non, tel que c'est mieux en vrai de le mettre, tel que u' égale ça et v' égale ça. Et ensuite tu lances l'IPP, donc tu dis i égale entre crochets, etc. Bref, je vais pas t'apprendre à faire une IPP, c'est juste qu'il faut que tu saches bien la rédiger. Pour une récurrence, ça se passe cette fois en 4 phases. D'abord, tu annonces la récurrence et tu présentes la propriété. Tu dis, montrons par récurrence que P de n, là tu écris en gros ta propriété, est vrai pour tout n appartenant à n, ou à n étoiles, ça dépend. Ou alors pour tout n plus grand que 2, tu m'as compris. Ensuite, tu initialises, soit n égale 0, ou alors n égale 1, ou alors n égale 2, en fonction de l'ensemble. Si c'est n étoiles, ce sera 1, si c'est n plus grand que 2, ça sera 2. Alors blablabla, et là tu pars dans tes calculs pour le premier rang. Ensuite, récurrence. Tu introduis un n qui appartient à n, tel que la propriété soit vraie. Et maintenant, tu dis, montrons que P de n plus 1 est vrai. Et j'ai pas fermé les guillemets ici. C'est des phrases vraiment à apprendre par cœur parce que c'est juste super utile. Donc, je vais même t'effacer ça pour que tu puisses les noter. Et après, pour conclure, une fois que là, tu as fini tes calculs, tu as montré que P de n plus 1 était vrai, alors tu peux dire, d'après le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout n appartenant à n, ou à n étoile, ou pour tout n plus grand que 2, tu m'as compris. Toujours là, tu fais partie des 5% qui regardent le cours jusqu'aux 3 quarts, donc là, tu peux vraiment être fier de toi. Il y en a encore 10% qui ont quitté depuis l'autre fois, donc franchement, c'est pas mal. Ok. Maintenant, on va passer à un exemple concret de copie. C'est un sujet de 2e année, donc probablement que tu ne peux pas le faire maintenant, mais c'est pas grave. Si tu comprends pas tout ce que tu vois sur la copie, de toute façon, c'est pas la fin du monde. L'idée, c'est vraiment que tu vois le puzzle de la rédaction. Donc, sache là juste que c'est une copie que j'ai faite à la maison, que j'ai faite tout seul, donc c'est pas un DS, mais j'ai quand même très bien rédigé, juste pour me forcer à avoir les réflexes à chaque fois de rédaction. Donc tu vois déjà que j'espace beaucoup ma copie. Genre là, j'ai sauté une ligne, là, j'ai sauté une ligne, là encore, là encore. Tu peux voir directement, j'ai un petit peu encadré ici, j'ai souligné un argument, j'ai effacé parce que c'est dégueu, et j'ai fait des listes. Voilà, j'ai un petit point, premier argument, deuxième argument, ainsi, et micro-conclusion. Dès lors, et là, on embraye sur autre chose. Hop, et, donc on rajoute quelque chose, je mets mes quantificateurs, mon deuxième quantificateur, et là, tu vois, très important, que l'ordre, il compte. Parce que si j'avais échangé, ça voudrait plus dire la même chose. Or, je rajoute un nouvel argument, donc pour tout est, blablabla, bla. Donc, micro-conclusion est définie et continue sur ça. Là, tu vois, entre parenthèses, par composition, ça c'est mon théorème. Donc là, c'est un J. Et donc, micro-conclusion l'est aussi, encore par composition, pardon, un J. Ainsi, donc là, on fait avancer, voire micro-conclusion en fait. Et là, conclusion encadrée à la règle. Et c'est très propre. Tu regardes que là, je suis en train de rajouter plein de merde dessus, mais en vrai, c'est propre. Là aussi, petit tips numéro 25 ou je sais pas combien, souligne les questions là comme ça que tu as faites. Comme ça, le correcteur, il voit directement, bon, bah celle-là, tu allée jusqu'au bout. Et aussi, ce qui est cool, c'est que si tu soulignes ici pour le correcteur, il voit à l'avance si tu as le résultat. Et donc, en fait, vu qu'il va voir le résultat en premier, il va se dire, ouais, bah, il a sûrement bon. Et en général, tu vois, même si là, tu fais une petite faute, il va pas forcément l'avoir. C'est pas sûr. Il y a moyen qu'il la voit. Donc là, encore une fois, petit point, quantificateur, j'avance, donc, IE. Et d'ailleurs, je me demande, ça se trouve, est-ce que c'est là? Non, j'ai vu tout à l'heure que mon IE, il marchait pas. J'ai un IE à un endroit qui bug. Je crois que c'est, non, c'est ici. Et ici. Là, j'ai mis des IE alors que j'aurais dû mettre des donc. Là, c'est faux, là, ce que j'ai mis. Bref, 2 plus. Et là, souligner. Encore une fois, souligner ici. Je commence avec le quantificateur. Là, en fait, j'aurais pu le changer et mettre soit T. Mais par contre, ce que j'aurais dû faire, c'est pas mettre une virgule ici, c'est mettre un point. Si j'avais mis un soit.
Donc, tu vois, il y a des petites différences entre le quantificateur universel et le soi. Donc là, je rajoute or, sinus et concave, donc en dessous, blablabla. Encore une fois, maintenant, je vais juste avancer un petit peu parce que là, j'ai une IPP. Voilà, exactement. Donc là, tu vois, j'ai vraiment tout bien rédigé. On passe ici parce qu'en vrai, c'est un peu la même chose. Dans l'intégrale machin, on effectue l'intégration par partie suivante. U qui a t associe moins cos t, V qui a t associe 1 sur t, tel que blablabla. Alors, bon là, je ne l'ai pas appelé I, mais j'aurais pu déjà mettre au début, on note I. Je regarde que là, j'ai pas oublié mon quantificateur, parce que sinon, mon X, est ici, bah, personne sait ce que c'est. Donc, c'est important de toujours le mettre. Et bref, je pars sur mon IPP, et là, je souligne. Là, j'ai pas encadré, parce que ça faisait un petit peu moche d'encadrer, genre c'était un peu trop gros. Mais donc, j'ai juste souligné pour que quand même le correcteur puisse voir. Bon, là, le correcteur, c'était moi. Mais bref. Là, tu vois, encore une fois, j'ai mis petit point pour faire la liste des arguments. Et d'après mon théorème, là, alors, ça c'est vrai, et donc je le souligne. Là, encore une fois, j'ai pas d'IPP. Là, tu vois, par unicité de la limite. Donc, ça marche. IE, K1 converge. Et là, en fait, regarde, attends. Je vais supprimer. Là, mon IE, il est légal, parce qu'en fait, celle-là, c'est K1. Donc, c'est la même chose, en fait. J'ai dit la même chose, c'est juste que là, je lui ai donné son nom, et donc je peux avancer par la suite. Donc là, mon IE, il marche, mais tout à l'heure, il marchait pas. Là, j'ai une autre IPP. Je suis pas sûr d'avoir des récurrences dans cette copie. Donc, on va peut-être pas en utiliser. Non, je crois que j'en ai pas. Je crois que j'en ai pas, mais c'est pas grave, tu vois. Tu regardes que là, j'ai vraiment fait des gros encadrés à chaque fois. Juste comme ça, quand le correcteur il passe, tu sais, les correcteurs ils vont super vite sur la copie. Donc en fait, il va aller très vite, il va voir que le résultat il est bon, et ça se trouve, il va à peine lire ce qu'il y a écrit là. Et si j'ai oublié un sous-cas auquel il a pas trop pensé, bah, il va même pas le voir, il va mettre tous les points. Là, tu vois, partie 4 souligné, toujours très propre. J'essaye aussi de pas faire de rature. Je regarde que c'est plutôt clean quand même. Pas sûr, ouais, là c'est un petit peu moche. En général, je fais pas trop de ratures. Je fais au stylo plume, comme ça je peux effacer, plutôt que faire des ratures. Et plutôt que de mettre du blanco. Bref, oui, bon, là c'est pas super intéressant. En vrai, c'est tout le temps la même chose. Là, tu regardes, F est non inversible, blablabla. D'après théorème spectral, qui est un théorème que tu verras en deuxième année. Mais bref, c'est un théorème d'après IE, donc, etc. De plus, conclusion soulignée. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour la copie parce que tu as déjà vu, je pense, le plus important. Tu vois vraiment le puzzle en fait, tu vois vraiment les différentes étapes et c'est ça qu'il faut vraiment que tu comprennes. Hop, fini, presque. On a vu, et il y a un petit bug, on a vu la définition et l'utilité de la rédaction en maths. On a vu les objets, on a vu les symboles, on a vu les articulations logiques, on a vu les mots en français et on a vu un exemple concret de copie pour que tu vois vraiment à quoi ça ressemble. Bonus numéro 4. Vu que tu es arrivé jusque-là, tu es arrivé jusqu'à la fin, tu as un petit bonus. Comment progresser en rédaction? Et en vrai, c'est sûrement pour ça, de base, que tu as cliqué sur le lien. Tu as cliqué, pardon, sur la vidéo. C'est pour progresser en rédaction. Étape 1, il faut que tu comprennes bien comment ça marche la rédaction de base. Donc, si tu as bien compris le cours, pas de problème. Tu as bien compris comment c'est là. Tu as bien compris, pardon, comment marche la rédaction. Et t'es nickel. Tu peux passer à l'étape 2. L'étape 2, tu t'entraînes à bien rédiger tout le temps. Et l'étape 3, tu demandes du feedback à quelqu'un. Que ce soit ton prof, un élève fort en maths, moi si tu es dans Academia, tu essaies de trouver quelqu'un qui est meilleur que toi en maths et surtout en rédaction pour qu'il te donne du feedback. Et l'étape 4, qui est la plus importante, et ça, je vais l'encadrer, je vais l'écrire sur ma chaîne YouTube, je vais l'écrire partout, corriger ces erreurs la prochaine fois. Là, en gros, si tu as fait toutes ces étapes, celle-là, elle est importante indépendamment. En fait, si tu fais ces deux-là, mais que tu fais pas la 4, ça sert à rien. Tu as juste perdu ton temps, littéralement. Si tu ne corriges pas tes erreurs, ça sert à rien. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fiches tes erreurs, tu fais une liste de tes erreurs, tu penses la prochaine fois, tout simplement, que tu fais des maths pour ne pas refaire la même erreur. Vraiment fini cette fois. N'oublie pas le PowerPoint en description. C'est gratuit, encore une fois. Il n'y a pas besoin de t'inscrire, pas besoin de mettre ton mail et tout.
tu cliques et tu as le PowerPoint. Si tu as le temps, donne-moi un avis en commentaire sur ce cours pour que j'améliore les suivants parce que bah, c'est mon premier et je sais pas trop ce que ça donne du point de vue d'un spectateur, surtout qui a besoin d'apprendre. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu es un futur élève motivé de prépa ECG ou un élève déjà motivé de prépa ECG, Academia sera ravi de t'aider à réussir tes 2 ans. Sinon, profite des cours gratuits, des vidéos gratuites. Je te souhaite de passer une bonne journée frérot. Gros bisous.